Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir invité dans ce colloque. Et dans mon intervention, je vais essentiellement me baser sur deux points. Dans un premier temps, je vais essayer de démontrer en quoi l'existence de l'idéologie du génocide au Rwanda porte des éléments qui permettent de pouvoir l'enseigner dans des écoles et éventuellement aussi dans des centres de recherche. Et puis, dans un deuxième temps, je tâcherai de démontrer les raisons ou les motifs pour lesquels cet enseignement me semble être une obligation, non seulement nationale, mais aussi internationale. Les juristes définissent le génocide comme étant un crime émanant de l'intention de détruire en tout ou en partie les membres d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux en tant que tel. Et donc, ce mot qu'on appelle intention est un élément essentiel pour la reconnaissance de tout crime de génocide. Et c'est ce mot qui est, à mon avis, l'équivalent de l'idéologie du génocide, qu'on peut définir comme un ensemble d'idées, de croyances ou de doctrines qui appellent à la perpétration du génocide avant qu'il ne soit commis ou qui tentent de modifier sa nature, soit en niant la spécificité du génocide, soit en minimisant sa portée. Vous comprenez donc que l'idéologie du génocide existe en trois phases. Elle existe avant le génocide, elle existe pendant le génocide et elle existe aussi après le génocide. Avant le génocide, l'idéologie du génocide se traduit par tous les actes d'incitation, encouragement au génocide, c'est-à-dire des actes qui rendent possible le crime. Pendant le génocide, l'idéologie se traduit par tous les actes de perpétration, de participation et d'exécution du génocide. Et après le génocide, la même idéologie se traduit par le négationnisme. Il s'agit donc d'une réalité bien vivante dont nous évoquons. Et s'il y a une chose sur laquelle nous devons être d'accord, c'est que le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, entre avril et juillet 1994, résulte d'une politique idéologique où la haine du Tutsi a été une ligne de conduite instituée par les hommes politiques. L'idéologie du génocide n'est en aucun cas une composante de la culture rwandaise. C'est un virus qui a des débuts connus. Il a ses auteurs et ses promoteurs qui l'ont initié et enseigné. La raison principale d'enseigner l'histoire du génocide des Tutsis, à mon sens, tient au fait que le génocide commis contre les Tutsis n'est pas seulement une réalité interne rwandaise, mais ses tenants et ses aboutissants ont des ramifications internationales, par ailleurs très lointaines depuis la colonisation belge, et ce sont ces ramifications étrangères qui, en grande partie, obligent tous les États du monde à être responsables de la gestion des conséquences de ce génocide et ceux du négationnisme qui en est une partie intégrante. Lorsqu'on parle de l'idéologie génocidaire, certains experts, comme Philippe Regens et autres, ou certaines ONG occidentales, crient qu'il s'agirait d'une manœuvre politicienne sans raison d'être qui constituerait à faire taire des voix d'opposition. Et pourtant, l'idéologie génocidaire qui a conduit au génocide commis contre les Tutsis est une réalité bien vivante au Rwanda et à l'étranger, particulièrement en Belgique, où il existe plusieurs réseaux négationnistes bien actifs qui nient, banalisent, minimisent ou déforment la vérité sur ce génocide et ses responsabilités. Le premier texte rwandais qui a consacré la répression de l'idéologie du génocide date de 2003 et il a été modifié en 2008 pour devenir une loi spécifique en septembre 2013. Si le Rwanda a opté pour la répression de cette infraction, c'est qu'il s'est avéré qu'il y avait une grave persistance de la criminalité liée au génocide
et qu'il fallait l'éradiquer par tout moyen, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la mobilisation populaire, voire même au niveau politique. Pour mieux exprimer mon propos, je vais fournir quelques chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène de l'idéologie génocidaire qui existait essentiellement dans les années 2000 et qui a justifié que le Rwanda prenne des mesures de tous ordres, y compris l'éducation des jeunes pour éradiquer ce fléau. Entre 2000 et 2006, je vais vous fournir donc quelques chiffres dont je parlais. Entre 2000 et 2006, 1. Il y a eu assassinat de 162 rescapés du génocide et témoins dans les procès du génocide. Assassinat de 162 personnes. Il y a eu 121 personnes gravement blessées et souvent laissées pour morts, la plupart étant des rescapés et des témoins dans les procès liés au génocide. Il y a eu 282 personnes sévèrement battues. 580 personnes qui ont reçu des menaces par tract. 468 personnes qui ont eu leurs champs de récolte endommagés. 210 personnes qui ont eu leurs biens, notamment les vaches, qui ont subi des atteintes. 252 maisons ont été détruites. 630 habitations ont été attaquées de nuit par des jets de pierre. Au cours de la même année 2008, il y a eu une recrudescence des actes d'idéologie du génocide parce que essentiellement les tribunaux Gacaca étaient en pleine activité et il y a eu une montée de ces violences avec 124 rescapés du génocide tués en une seule année, 36 témoins dans les tribunaux ordinaires et tribunaux Gacaca assassinés. Aujourd'hui, de tels cas n'existent pratiquement plus ou ont sensiblement diminué en grande partie à cause de la mise en place d'une politique inclusive et gouvernementale d'éradication de l'idéologie du génocide qui tient compte de plusieurs paramètres, y compris l'éducation des jeunes. Il y a plusieurs raisons qui montrent que l'éducation peut et doit être un outil d'éradication de l'idéologie du génocide et de lutte contre le négationnisme. Je vais en développer 4 points qui me semblent essentiels. Premier point, c'est que les racines coloniales et missionnaires de l'idéologie génocidaire au Rwanda sont la base de sa naissance et de son accentuation. Il me semble donc essentiel de noter que la lutte contre cette idéologie suppose que son enseignement doit se plonger dans les racines profondes de l'histoire politique et religieuse du Rwanda, car c'est à partir du système colonial et missionnaire que les germes de l'idéologie génocidaire furent implantés au Rwanda. On sait bien que ce sont les extrémistes rwandais Hutus qui ont commis le génocide sur les compatriotes Tutsis en 1994. C'est une évidence. Mais ce ne sont pas eux qui, historiquement, ont été les premiers à fabriquer l'idéologie outrancière qui a accouché ce génocide. Quelques faits historiques permettent de mieux éclairer mon propos. 1. Vous vous souvenez que c'est le Conseil des Nations Unies, siégeant à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, qui s'est octroyé le droit de supprimer la souveraineté nationale des pays du tiers-monde et les a mis sous la tutelle des pays occidentaux sous le prétexte de les civiliser en sortant de leur prétendu état sauvage. Ce beau prétexte cachait le vrai mobile de la colonisation qui était celui de trouver des matières premières dont les industries européennes avaient besoin à l'époque. Pour le Rwanda, cette réunion de Berlin a eu des effets catastrophiques jusqu'à aujourd'hui, puisque le Rwanda a été privé de plusieurs de ses territoires octroyés arbitrairement au Congo et à l'Ouganda. Des conflits actuels qui sont encore dans la région et dont l'Occident se sert souvent pour accabler le gouvernement rwandais tirent ses origines dans ce partage de Berlin décidé par les Européens pour des intérêts totalement économiques et politiques.
l'on ne peut pas lutter contre l'idéologie du génocide en vigueur aujourd'hui et le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis en ignorant ce fait, car il constitue un acte fondateur des crises persistantes à l'est de la RDC avec ses retombées sur le Rwanda. Rappelons que lorsque le colonisateur et le missionnaire arrivent au Rwanda à la fin des années 1800, ils trouvent un peuple uni, sous l'autorité des mêmes monarques, parlant une même langue, croyant à une même religion imana et vivant en symbiose sur le même territoire. Le chanoine Louis de Lacgère l'a bien écrit dans son livre Le Rwanda ancien, en notant, je cite, « Les indigènes de ce pays ont bien le sentiment d'on ne formait qu'un peuple, celui des Banyarwanda, qui a donné son nom au territoire. Le patriotisme se traduit dans l'attachement à la dynastie régnante. » De son côté, le père Pagès écrit « Les Banyarwanda étaient persuadés avant la pénétration européenne que leur pays était le centre du monde, que c'était le royaume le plus grand, le plus puissant et le plus civilisé de toute la terre. Il faut ajouter l'unité linguistique qui, presque absolue d'un bout à l'autre du territoire, conditionne la facilité de relations entre les habitants, l'unité d'institutions de coutumes et d'usages dans la vie privée, la vie sociale et la vie publique, entre concitoyens de conditions différentes, l'unité religieuse enfin. Voilà voilà l'idéologie à laquelle croyaient les Rwandais avant l'arrivée des Européens. L'idéologie fondée sur une idée d'unité. Pour mieux asseoir leur autorité, le colonisateur et le missionnaire ont créé et introduit au Rwanda une nouvelle idéologie, cette fois-ci divisionniste, selon laquelle les Rwandais n'étaient pas les mêmes, qu'ils n'étaient pas arrivés au Rwanda au même moment. Ils ont enseigné que les Batois seraient les premiers à avoir habité le Rwanda en étant une création spontanée de la forêt. Ils ont également enseigné que les Hutus étaient arrivés en deuxième lieu au Rwanda, en provenance du Tchad et du Cameroun. Ils ont enseigné enfin que les Tutsis étaient les derniers arrivés au Rwanda, en provenance de l'Éthiopie, et qu'ils ont réussi à imposer leur hégémonie aux deux groupes trouvés sur le territoire rwandais. Dans le même ordre d'idées, le colonisateur et le missionnaire ont conféré aux Rwandais des traits physiques différents, en élaborant que les Batois mesuraient 1,61 cm, les Hutus 1,67 cm et les Tutsis 1,80 m. Afin de pouvoir trouver des moyens de gouverner la population rwandaise qui était unie et dont on venait d'opposer les uns aux autres, en élaborant qu'ils n'avaient rien de commun, le colonisateur et le missionnaire ont prétendu que le Tutsi était supérieur au Hutu et qu'il était né pour le commandement. À partir de cette conviction idéologique, Monseigneur Classe, qui dirigeait le vicariat apostolique du Rwanda depuis 1922, imposera une discrimination dans les écoles catholiques en installant des classes séparées pour enfants Tutsi et enfants Hutu. Les enfants des chefs Tutsi furent admis dans des écoles pour l'administration créées par le colonisateur et le missionnaire afin d'en faire des produits au service de ces derniers. Parallèlement, Monseigneur Classe, conseillant en 1926 aux résidents morterans et aux gouverneurs voisins de destituer tous les chefs et sous-chefs Hutus au profit des Tutsis. Cette transformation de l'histoire réelle rwandaise, que je parcours assez rapidement, fut le point de départ de l'idéologie divisionniste qui a conduit au génocide et dont ces retombées nous poursuivent encore aujourd'hui. Le négationnisme auquel nous faisons face de nos jours épuise un certain nombre de ces justifications. Il me semble donc évident que la lutte contre ce fléau doit se plonger dans la connaissance des racines lointaines de l'introduction de l'idéologie génocidaire au Rwanda, dont le rôle du colonisateur et du missionnaire sont des éléments solides. Les planificateurs
et les exécutants du génocide commis contre les Tutsis en 1994, lequel génocide est en réalité une mise en application finale d'autres petits génocides perpétrés en 1959, 1963 et 1973, ces exécutants et ces planificateurs ont été éduqués dans une idéologie divisionniste introduite dans les écoles, dans l'administration publique par le colonisateur et le missionnaire. Certains paysans tueurs avaient le sentiment qu'en exterminant les Tutsis, ils accomplissaient un devoir citoyen. En deuxième lieu, l'histoire du génocide des Tutsis doit être enseignée aux jeunes générations du monde entier parce que ce génocide est un crime international officiellement reconnu par l'Organisation des Nations Unies et par tous les États du monde. Le premier rapport onusien qui reconnaît l'existence du génocide commis contre les Tutsis est le rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies, M. René Denis Segui, le 28 juin 1994. Je cite. La qualification de génocide doit être d'ores et déjà retenue en ce qui concerne les Tutsis. Il en va différemment de l'assassinat des Hutus. En même temps, en deuxième lieu, le 16 décembre 2006, dans le procès de deux dirigeants politiques du parti présidentiel MRND, Mathieu Ngirumhatse et Edouard Karemera, le tribunal pénal international pour le Rwanda a définitivement tranché tout débat sur la matérialité du génocide commis contre les Tutsis en soulignant que ce génocide constituait, je cite, un fait de notoriété publique dont l'existence n'est plus une matière à contestation. Cette importante décision a mis fin aux multiples tentatives des avocats de la défense à Arusha qui niaient le génocide commis contre les Tutsis. Toutefois, elle n'a pas stoppé le génie d'imagination criminelle des négationnistes en dehors du prétoire d'Arusha, lesquels ont poursuivi des thèses de déformation de la vérité sur ce génocide. Troisièmement, dans la résolution 2150 du 16 avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rappelé, je cite, qu'il s'inquiétait de toute forme de négation du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda et souligné qu'il importait de tirer les leçons de ce génocide. On comprend donc aisément qu'il y a dans cette résolution du Conseil de sécurité une obligation internationale de lutter contre le négationnisme par tous les moyens. L'enseignement de ce génocide aux jeunes générations du Rwanda et d'ailleurs est l'un des moyens de cette lutte. En France, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a officiellement installé le 18 octobre 2016 la mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse. Cette mission, dirigée par l'historien Vincent Duclerc, rassemble près de 50 professeurs et chercheurs nationaux et internationaux chargés d'établir un état des lieux de la recherche sur cette thématique cruciale, que ce soit en France et dans le monde. Ces conclusions serviront à identifier des perspectives de travail et des outils pour la recherche, l'enseignement, l'éducation et la médiation afin d'intensifier la connaissance des génocides, des crimes de masse et des violences extrêmes dans le but de favoriser la compréhension de ces phénomènes tant dans les institutions qu'auprès des populations et d'envisager des formes nouvelles de prévention. Ce type d'initiative est à encourager dans d'autres pays, surtout européens, qui hébergent des génocidaires et où les négationnistes diffusent aisément les thèses destructrices. Troisième point, une autre raison pour laquelle il faut enseigner l'histoire du génocide commis contre les Tutsis se situe au niveau du rôle des organisations internationales et des États puissants dans ce génocide, un rôle passif ou actif, mais qui a produit des effets dommageables que les enfants de ces pays doivent connaître en priorité, plus particulièrement dans le but de mieux les aider à prévenir des erreurs qui ont permis le génocide commis contre les Tutsis. Par exemple, la décision du gouvernement belge de retirer en avril 1994 ces soldats présents au Rwanda au sein de la Minuar et d'abandonner des victimes aux mains des bourreaux à l'école technique officielle de Kigali
ne peut pas être laissé comme un événement sans importance. C'est un fait grave, historique, que les enfants belges doivent apprendre et y tirer des leçons pour l'avenir. Dans le même ordre d'idées, l'appui inconditionnel de la France au régime génocidaire rwandais sur le plan militaire, politique, financier et diplomatique est un appui qui a été sans faille avant le génocide, pendant et après le génocide, doit être porté à la connaissance des élèves et des jeunes chercheurs rwandais et étrangers, afin que l'histoire de cette terrible complicité française avec un génocide ne soit pas laissée dans le domaine des détails de l'histoire. De même, l'inaction des soldats de l'ONU au Rwanda, qui ont refusé de protéger des victimes tutsis abandonnées aux mains des bourreaux, le refus de leurs supérieurs hiérarchiques à New York de leur donner des moyens d'intervenir pour empêcher ce génocide, a commencé par Kofi Annan, qui était responsable du département des opérations de maintien de la paix à l'ONU, et au premier chef, Boutros Ghali, récemment décédé, qui était le patron de l'ONU et qui a appuyé le régime génocidaire rwandais sous prétexte qu'il était un ami du ministre de la Santé du gouvernement génocidaire, le docteur Casimir Bizimungu. Tous ces faits sont tellement graves qu'ils ne peuvent pas ne pas être portés à la connaissance mondiale des jeunes générations. Enfin, dernier point, pour lequel l'enseignement du génocide est une obligation internationale, il y a des instruments juridiques internationaux qui plaident en faveur de la cause de l'enseignement de tout génocide reconnu sur le plan international. Quelques exemples de décisions prises par l'ONU nous aident à clarifier le fondement de cette obligation d'enseigner tout génocide reconnu par l'ONU. D'abord, le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 60/7 sur la mémoire de l'Holocauste et a demandé aux États membres de, je cite, développer des programmes éducatifs qui inculqueront aux générations futures les leçons de l'Holocauste dans le but d'aider à empêcher de futurs génocides. Le 16 janvier 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 21/255 qui a condamné, je cite, sans réserve tout déni de l'Holocauste. Et s'est également félicité de ce que les États membres ont inclus dans les programmes éducatifs des mesures ayant pour objectif de s'opposer à toute tentative de dénier l'Holocauste ou à minimiser l'importance. C'est aussi dans le cadre de la conférence, c'est dans ce cadre que la conférence générale de l'UNESCO, dans sa résolution 34C/61 du 2 novembre 2007 sur la mémoire de l'Holocauste, a demandé à l'UNESCO de promouvoir la mémoire de l'Holocauste à travers l'éducation pour combattre toutes les formes de déni. S'agissant cette fois-ci du génocide commis contre les Tutsis, le 16 avril 2014, à l'occasion du 20e anniversaire de ce génocide, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans une résolution que j'ai déjà citée ici, la résolution 2150, a appelé les États membres à combattre les génocides, notamment en mettant l'accent, je cite, sur l'importance particulière de toutes les formes d'éducation pour empêcher la perpétration de génocides futurs. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies établit donc très clairement la nécessité et l'obligation d'utiliser la voie de l'éducation parmi d'autres moyens possibles en vue de prévenir la perpétration d'autres génocides. Au Rwanda, mon ami Jean-Pierre Dusingizemungu l'a bien dit, outre des cours d'histoire du génocide qui sont dispensés dans des écoles, la Commission nationale de lutte contre le génocide est en train de travailler depuis plus d'une année sur le dossier d'inscription de 4 mémoriaux du génocide dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des mémoriaux de Kigali, Nyamata, Murambi et Bisesero. Le dossier est en voie d'élaboration puisqu'il s'agit d'une profonde recherche qu'il faut mener selon des critères de l'UNESCO et ce dossier sera présenté en février 2018 aux organes consultatifs de l'UNESCO. Nous pensons que l'inscription de ces sites dans le patrimoine mondial permettra de pouvoir insérer
des cours d'histoire sur le génocide commis contre les Tutsis dans l'enseignement au niveau de différents États. Et ce sera certainement une avancée qui contribuera à lutter contre le phénomène négationniste et à prévenir la perpétration d'autres génocides dans le monde. Voilà ainsi résumé les quelques éléments qui me semblent justifier pourquoi il faut enseigner l'histoire du génocide commis contre les Tutsis et pourquoi cet enseignement peut être un outil de taille dans la lutte contre l'idéologie du génocide, dont le négationnisme est la plus puissante illustration. En guise de conclusion, parmi plusieurs recommandations que l'on peut formuler, j'en donne une aux enseignants étrangers. C'est celle d'amener des élèves au Rwanda sur le terrain du génocide pour qu'ils voient de leurs yeux l'horreur de ce génocide, mais aussi qu'ils puissent voir et apprécier la capacité que les Rwandais ont de montrer pour sortir le pays de l'horreur. Il y a déjà des enseignants belges, des enseignants français, américains, allemands, canadiens et japonais qui amènent des étudiants au Rwanda et ces étudiants font des mémoires, des thèses de doctorat et autres travaux scientifiques sur le génocide commis contre les Tutsis. C'est une façon formidable de perpétuer la mémoire des victimes et de faire bloc à tout exercice de déformation de la vérité sur le génocide commis contre les Tutsis. J'encourage donc de telles initiatives et j'invite tout et chacun à y participer. Je vous remercie beaucoup de votre aimable attention.